On va vous présenter à plusieurs fois les problématiques et les résultats déjà obtenus dans le cadre de l'ANR qui s'appelle la virtuelle, avec un titre un peu long, hein, donc environnement virtuel, intelligent, réaliste, sensoriel, comme l'histoire, le patrimoine, des paysages industriels, et on est un certain nombre à intervenir aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer d'aller très vite pour faire simplement une introduction, et ensuite je donnerai la parole à mes collègues pour détailler les différentes études de cas. Première chose, concept de paysage culturel, dont on peut reprendre la définition de l'UNESCO, hein, qui dit que les paysages culturels représentent les œuvres conjuguées de l'homme et de la nature. Ils illustrent l'évolution de la société et des établissements humains au cours des âges, sous l'influence des atouts et ou des contraintes physiques que présente leur environnement naturel et des forces sociales, économiques, etc. Donc on va se situer dans ce cadre-là. On pourrait beaucoup travailler sur cette notion de paysage, mais globalement, nous on s'occupe de paysages qui sont, par rapport aux définitions de l'UNESCO, qui sont plutôt des paysages dits vivants, c'est-à-dire qu'ils existent encore et sont encore le résultat, ils auront encore un futur et ne sont pas arrêtés dans le temps. Les hypothèses du projet ANR en fait sont issues d'un long travail qu'on a commencé à mener à partir des années 2015, qui se sont traduits par la thèse de Marie Morgan, qui est ici aussi, et grâce à laquelle on a pu monter ce projet ANR. Ensuite, les hypothèses sont la mise en situation des usagers dans un environnement virtuel. Il y a cette notion de corps engagé qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a de sensorialité qui me paraît extrêmement important, le fait d'être dans un environnement cinématique aussi, la question des gestes, des comportements, des postures nous paraît extrêmement important, et avec l'hypothèse que ça se traduit par une récupération accrue des différentes mémoires qui sont procédurales, épisodiques, voire autobiographiques, qui sont habituellement interrogées dans un cadre classique où c'est plutôt un face-à-face entre l'universitaire et la personne dont on va collecter éventuellement la mémoire, sachant que le plus souvent, du point de vue industriel, les lieux ne sont absolument pas accessibles. La deuxième chose, c'est de se dire, c'est aussi qu'être actif, engagé corporellement dans un environnement virtuel, ça aide à une sollicitation plus efficace des connaissances expertes, alors qu'on soit ancien forgeron ou qu'on soit chercheur, chercheuse. Et cette idée que, en fait, travailler dans cet environnement change complètement la donne par rapport à cette question de sollicitation des connaissances. L'activité humaine est le cœur du projet. Les différents projets, en fait, on les a choisis de façon à ce qu'ils soient complémentaires entre eux en ayant à la fois des aspects qui sont liés avec le maritime, quelque chose qui est plutôt de l'ordre avec Belfort, de développement de l'industrie, plutôt à l'est. Il y a Nantes aussi qui sera là, et puis on a aussi des Ports-Mini, des certains dans le Canin. Et puis en termes sensoriels, on s'appuie très fortement sur les travaux de Guylaine Cohen, qui a travaillé sur les questions de paysage sonore. Marie-Morgane, tu m'arrêteras quand il faudra absolument que je m'arrête. Le principe, il me reste 2 minutes. Alors, le principe du Labin Virtuo, il est là, dans cette image, c'est-à-dire qu'on a ici un environnement virtuel. Dans cet environnement virtuel, il y a la possibilité, en fait, il y a plusieurs agents qui sont en présence. Un agent virtuel autonome, 2 autres, en fait, qui sont des chercheurs ou des forgerons, etc., qui sont in situ et qui peuvent se déplacer via différents moyens dans cet environnement. L'environnement est relié à une base de connaissances qui est gérée par des ontologies, et l'activité, tout ce qui se passe dans le Labin Virtuo, par contre, est géré par un modèle UML qui s'appelle Mascara. Sur les interfaces, elles sont ici, tout simplement différentes. Ça peut être un cable, des Oculus, etc. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de se dire qu'on a des travaux à mener sur des questions de dialogue entre ontologie et
Voilà. Alors je passe sur les problématiques parce qu'elles ont été expliquées par mes collègues. Par contre, je voulais insister 30 secondes sur la question des ontologies, c'est-à-dire qu'on est sur l'effort de développer avec un outil qui s'appelle Ontomy, qui est développé par Data for History, donc une ontologie de référence qui nous permet de développer et de fabriquer des ontologies plus spécialisées adaptées aux différentes études de cas. Et puis par ailleurs, il y avait la nécessité de faire un dialogue entre le modèle UML Mascaret et les ontologies. Et en fait, c'était ça le problème. Quand on parle d'ontologie, en fait, on n'est pas sur une question d'interopérabilité entre bases de données de type documentaire, mais on est bien sur des questions de dialogue entre ce qui se passe dans l'environnement et la documentation qu'on a à disposition. Voilà, je passe la main. Alors du coup, moi je vais présenter la partie brestoise. Donc je vais vous dire quelques mots sur les cas d'usage que nous étudions actuellement dans le cadre du projet ANR. Donc la partie brestoise s'intitule Brest Time Machine. Donc en fait ce qui est intéressant avec la partie brestoise, c'est qu'on est vraiment entre deux bornes temporelles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Brest, entre 1807 et 2020, il y a eu énormément de changements à Brest. Brest a été énormément bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le Brest de 1807 ne ressemble absolument pas au Brest de 2020. Donc en fait, on se situe entre la période qui correspond en fait au développement du plan relief de Brest, dont vous voyez une photographie ici, et la partie plus récente de Brest qui a été modélisée par Brest Métropole en 2020. Alors, concernant Brest, nous avons plusieurs cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est le pont tournant que vous voyez ici, qui permet de franchir la rivière Pinfel, sur les deux rives de Brest. Donc, c'est un pont tournant qui a été détruit entièrement en 1944 à cause des bombardements, et qui depuis a été remplacé en 1956, si je ne m'abuse, par un pont un peu plus moderne. Le second cas d'usage, c'est la tour de l'horloge de l'Arsenal, qui est très intéressante puisque c'est cette tour en fait qui rythmait les journées des ouvriers à l'Arsenal. Donc comme on s'intéresse justement à toute la partie sensorielle de l'histoire de l'Arsenal de Brest, c'est intéressant de pouvoir étudier justement ces rythmes de travail qui étaient en cours pendant les années d'activité de l'Arsenal. Ensuite, nous avons la grue amatée, donc sur la troisième photographie. Donc la grue amatée, c'est une grue qui permettait de poser et de déposer les mâts sur les navires. Et enfin, nous avons la forge de l'Arsenal de Brest que je vais vous détailler un peu plus. Alors, il s'agit de la forge de Pontagnoux. Donc c'est une forge qui servait à construire les pièces métalliques pour les navires de la marine. Donc il y a un environnement virtuel cinématique qui a été développé. Donc cinématique pourquoi? C'est-à-dire que les utilisateurs de cet environnement virtuel peuvent effectuer des actions à l'intérieur. Donc ils peuvent commenter la grue qui permettait de déplacer les grosses pièces métalliques entre le four et le marteau pilon. Ils peuvent également déclencher le marteau pilon et frapper une pièce métallique. C'est OK? Non? Merci. Donc pour développer cet environnement virtuel, nous nous sommes appuyés tout d'abord sur une captation LIDAR qui a été effectuée en 2012 et ensuite il y a eu une campagne de photographie qui a été prise sur place dans les forges. Ce que j'ai oublié de préciser, mais la forge a fermé ses portes en 2013, mais actuellement elle n'a pas bougé en fait, elle est vraiment figée dans le temps et donc on a pu faire tout un tas de photographies pour pouvoir travailler sur les textures et vraiment le niveau de détail de la modélisation 3D. Concernant les forges de Pontagnoux, qui est vraiment le cas d'usage brestois le plus développé, on a tout un tas de différents types de données qui vont nous aider justement à travailler sur ces forges. Donc on a des archives classiques, donc on a par exemple des plans, on a les photographies bien entendu qu'on a fait sur place,
On a une vidéo d'époque qui a été commandée directement par la marine, donc qui date de 1996, où on voit les ouvriers travailler dans ces forges, et on a également la chance d'avoir encore des témoins de l'activité de cette forge. Durant ma thèse, on a mené des entretiens avec deux des anciens forgerons, qui sont bien entendu des experts du domaine et qui ont la connaissance vraiment de cette activité humaine. Et nous avons également mené des démonstrations in virtuo, c'est-à-dire qu'on a immergé les forgerons dans les forges de Contact. Donc ces démonstrations ont été extrêmement intéressantes. Donc on a immergé dans deux pièces différentes les deux forgerons et on a essayé de voir avec eux déjà d'une si le modèle était fidèle à ce qu'ils ont connu et aussi essayer de leur poser des questions en étant immergés dans l'environnement virtuel. Et en fait on s'est rendu compte que même si on avait mené des entretiens relativement longs avec eux, il y a des informations qui leur sont venues en étant immergés dans l'environnement virtuel qui n'étaient pas forcément venues lors d'entretiens classiques. Merci. Alors du coup, là, on va faire l'hybride. C'est-à-dire qu'on a normalement... Et toi d'abord? Ah, ok. Alors, dis à Cyril qui se prépare, par contre. Prépare-toi, Cyril. Donc, à Brest, nous avons mis en place une instance de l'EKS pour héberger les connaissances et les médias sur le cas d'usage. On a un lien établi entre cette base de connaissances et nos environnements virtuels, à la fois pour la restitution de connaissances et pour la modification de la base. Un aspect de la restitution des connaissances, c'est que nous travaillons sur des scénarios de médiation en réalité virtuelle pour le patrimoine. Et le système que nous utilisons pour ça est générique et permet d'écrire des scénarios sous forme de graphes d'activité modèle, indépendamment du cas d'usage. C'est en nous basant sur des discussions avec des experts en médiation qu'on a pu établir une typologie d'actions de médiation qui peut donc être utilisée, assemblée comme des briques de ces scénarios. Une autre piste de travail actuelle, c'est le raisonnement automatique sur les connaissances historiques qui permet d'enrichir la base en fonction des besoins de l'expert qui serait immergé dans l'environnement virtuel. Comme pour nos environnements virtuels, nous utilisons Unity. Nous avons mis en place un système d'affichage des plages de points au sein de Unity. Et comme en réalité virtuelle, on a des contraintes de performance qui sont assez fortes, donc il y a un système d'optimisation du nombre et de la taille des points sur la distance. Et nous travaillons, un autre aspect du travail sur la 3D, donc c'est la gestion des données patrimoniales 3D en respectant les recommandations du livre blanc du consortium. Voilà. Je vais prendre la parole du coup. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Ok, super. Alors, je veux bien la slide d'après. Donc, je vais vous présenter le cas d'étude de Belfort, donc, qui s'appelle Technome Time Machine. Ouais, je veux bien si vous pouvez me passer la slide puisque j'ai pas le contrôle. Merci beaucoup. Donc Technome, c'est pourquoi ce nom bizarre? Technome est un quartier de Belfort que vous avez voilà en bas à droite, c'est une photo Google Earth, qui est un ancien quartier industriel qui prend une grosse place dans la ville de Belfort, où vous avez deux choses à gauche de l'image qui est en bas et vous l'avez aussi tout à gauche. Il y avait une ancienne filature. La filature DMC qui a été mise là à la suite de la guerre franco-prussienne de 1871, qui a fermé en 1959. Et à droite, et pour l'instant on s'y intéresse un petit peu moins, on a Alstom, qui était la SACM à l'époque, devenue Alstom, qui est toujours en activité. Pour l'instant, entre guillemets, début du projet, on est sur la filature. DMC, qui a été, alors qui là par contre n'est plus, on ne peut plus vraiment aller dedans voir les activités, puisque un, elle a fermé en 1959, deux, les bâtiments ont été au moins lourdement transformés, voire ne sont plus visibles, tout ce qui est dedans a changé. Maintenant, il y a une partie de l'université, différentes entreprises. Et certains ont complètement disparu. Donc, par contre, on a des archives de l'entreprise avec des plans, des descriptions, des textes de l'époque. Juste pour vous donner une idée, en haut à droite, à quoi ça pouvait ressembler, typiquement une filature de cette époque. Donc, un endroit forcément encombré de machines. Et donc, on va essayer de restituer ça avec les activités qui s'y passaient. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Donc, on s'appuie, comme à Brest, hein, du coup, sur un modèle de données. Alors, on a développé le nôtre aussi, qui est plutôt cette fois-ci une base de CDOC-CRM. Donc, ça fait partie des questions de dialogue entre différents types de modèles de données. Donc, nous, on est sur une base de CDOC-CRM. Je vous ai mis les différents pôles donc, de l'ontologie ici. Donc, un par un peu type d'activité ou type de bâtiment ou activité dans les bâtiments. Je vous ai mis quelques détails avec une spécificité pour la chaîne opératoire qui est qu'on a réfléchi du coup à comment décrire les chaînes opératoires et les ontologies, ça marche pas des masses pour décrire des chaînes opératoires, donc on va plutôt se servir de schéma UML, donc je vous ai mis, on vient de présenter là, je vous ai mis un petit schéma UML si jamais, ce qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait, c'est le schéma UML d'une machine à café, hein. Mais donc une fois qu'on a fait telle action, ça entraîne telle action qui entraîne telle action, pas mal pour décrire une chaîne opératoire. Donc on a notre modèle de données, c'est plutôt base CRM et slide suivante, je veux bien. Un autre volet qui est bien sûr, merci, qu'on doit modéliser cet environnement, qu'on modélise sur Revit et qui après sera passé sur Unity. Et comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de bâtiments, à peu près la moitié des bâtiments, la source plan base, qui ont été modélisés, tous ceux qui sont en rouge ou en bleu. Et vous pouvez voir qu'il y a différents styles. Déjà, il y a deux couleurs qui correspondent. Le bleu, c'est moi qui l'ai modélisé, et rouge, c'est pas moi. Et vous pouvez voir qu'il y a différents styles, notamment au niveau des textures. Et ceci est lié, donc c'est modélisé à partir de plans d'époque pour une grande partie, quelques photos de terrain, mais comme je vous ai dit, les bâtiments ont pour beaucoup été pas mal modifiés. Et alors pourquoi il y a différents styles? Je veux bien la slide d'après, parce que c'est une spécificité de ce projet qui s'appuie sur le fait que, merci, la fac de Belfort, l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, est une université de technologie, c'est-à-dire grosso modo une fac qui forme des ingénieurs. Et dans ce projet sont inclus les étudiants ingénieurs, des étudiants ingénieurs, hein. Pour l'instant, on en a une vingtaine qui ont travaillé sur ce projet et ben, on les met à contribution, entre guillemets, et ça permet de se former pour modéliser certains éléments. Alors, comme vous pouvez le voir à gauche, on a en gros quatre, on va dire, volets pédagogiques, quatre grandes sections. Il y en a qui vont modéliser des bâtiments, c'est le numéro 2, donc c'est pour ça qu'il y a des bâtiments qui ont un peu différents styles, parce qu'après, il faut que je repasse dessus pour les uniformiser et ça prend du temps. Ils vont aussi devoir modéliser les machines qui sont dedans. Vous en avez un exemple en haut à droite, c'est une machine modélisée par un étudiant ingénieur, logiciel CATIA, je crois. On a le troisième truc du tableau, donc modèle de données, l'ingénierie des connaissances. Donc, on a des étudiants qui ont travaillé sur l'ontologie, sur les instantiations, ce genre de choses. Et intégration dans Unity, le 4, ce qu'il faut à un moment mettre tout ça ensemble. Donc, on a juste commencé, mais bah, les étudiants sont amenés à réfléchir sur les possibilités d'intégration. Vous avez au milieu, à droite, la machine qui est au-dessus, qui est intégrée dans un des bâtiments. Les étudiants ont se sont rendus compte que c'était un peu trop lourd à gérer pour le logiciel. Donc trouver des solutions. Ou en bas, comment gérer l'interaction, comment se balader dans les bâtiments sur Unity. Donc en gros, on a donné le bâtiment à l'étudiant, en lui disant tu te débrouilles pour mettre ça dans Unity et pour qu'on puisse ouvrir les portes. Donc il a développé un truc où on clique sur la porte, ça marche très bien. Ou encore voir l'évolution dans le temps. Vous avez en bas un bâtiment où il y a un bâtiment qui est construit au milieu à une certaine date. Et donc il a développé un timer où on peut cliquer sur la date qui nous intéresse, le bâtiment apparaît, effectivement, ça marche bien. Donc, des solutions techniques développées par les étudiants ingénieurs qu'on va garder simplement, donc ils vont faire partie du rendu final. Et je crois que c'est ma dernière slide. Ah non, donc dernière slide. Aussi une réflexion, je fais vite pour ça, sur la sensorialité, puisque forcément, c'est un thème récurrent. Donc, sensorialité à plusieurs points de vue, en particulier, puisque c'est une filature. Une filature, ça implique du fil. Et pour savoir comment, pour avoir du fil, on va dire, c'est pas visuel, c'est généralement c'est au toucher, pour se rendre compte est-ce que le fil est bien ou pas bien parti du coton. C'est au toucher. Le problème, c'est rendre du toucher dans un environnement virtuel, c'est pas évident. Donc, on a un certain nombre de possibilités, par exemple, mettre différentes couleurs selon la résistance. Mais on s'est aussi aperçu assez vite que, à un moment, il fallait vraiment toucher et c'était difficile de rendre ça. Donc, on a été chercher des produits finis qui peuvent être parfois gardés dans les archives d'entreprise. On avait en bas à gauche et aussi des produits semi-finis en cours de fabrication. Et pour ça, il a fallu aller voir chez des antiquaires, hein, tout simplement, qui avaient des vieilles boîtes qui traînaient. Et donc, on a une boîte vraiment avec du coton en cours de fabrication, en cours de transformation en film. Il faut vraiment l'avoir dans les mains et le toucher, quoi. Un aspect aussi audio, puisque ça fait un boucan pas possible, ces machines-là, donc une captation qui, on espère, va pouvoir être faite
à une filature qui a encore des machines, et un aspect pour ressentir tout ça, de mise en pratique, on va dire, qui, pour l'instant, c'est juste des idées, mais qui vont se baser un peu sur des idées de jeux vidéo, notamment jeux de gestion pour voir comment on organise la production, ou quick time event pour réagir rapidement, mettre des pièces au bon endroit rapidement. Et je passe la parole au projet d'après. Merci beaucoup, Sylvie. Pour le projet d'après, on vous propose de le faire à 3 voix avec Jean-Louis Carenton qui est à Nantes et Mathieu Quentin qui sont également à Nantes. Jean-Louis, je te laisse parler du projet de CAP 44 et du bâtiment. Ouais, merci et bonjour à tout le monde. Je serais bien venu vous voir, mais voilà, la vie est ainsi faite. Donc très très rapidement, Cap 44, donc c'est les anciens Grands Moulins de Nantes et qui ont eu 3 vies successives et qui vont bientôt en avoir une quatrième. D'abord une fonction et à peu près équivalente d'ailleurs en termes de temporalité, hein, une trentaine d'années à chaque fois pour l'instant. Fin 19e, 1895, qui est une date importante, vous saurez pourquoi, jusqu'au milieu des années 30, une activité de grande minoterie, hein, comme les grandes métropoles qui sont là, puis une activité seulement d'entrepôt à la suite de la crise des minoteries et d'une modification radicale du fonctionnement de la fourniture alimentaire en farine à la fin de l'entre-deux-guerres. Et puis une activité tertiaire qui a totalement et radicalement modifié le bâtiment dans les années 70 jusqu'à 2010, fermeture du site, rachat de métropole et projet futur dont je vais vous donner un demi-mot tout à l'heure. C'est une situation intéressante au début d'estuaire, donc dans une situation industrielle et portuaire intéressante, à la fois sur l'ancienne voie ferrée, mais aussi, comme vous le voyez, le long de la Loire. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment-là, et pourquoi on s'y intéresse, c'est un, parce qu'il existe toujours, deux, parce que, tu peux changer, Florent, de slide, deux, parce que il bénéficie d'une structure en béton armé selon le procédé NBIC. Le procédé NBIC, il est breveté en 1892 et donc là, on est en 1895. C'est un des tout premiers grands bâtiments construits selon ce procédé. Et c'est la naissance du béton armé de ce type poteau-poutre avec une espèce d'aspect monolithique là-dessus, c'est en gros la naissance de la moitié de l'architecture mondiale du XXe siècle. Hein. Donc on est sur un objet assez majeur et revendiqué comme tel dans les différentes histoires de l'architecture, avec d'autres éléments aussi. Donc quelle histoire on fait? On fait l'histoire du béton, on fait l'histoire de la structure, on fait l'histoire de la minoterie elle-même si possible, on fait l'histoire effectivement aussi de l'électrification, du passage de la vapeur à l'électrification, et puis du basculement de l'industrie vers les activités tertiaires. Donc on est là sur un objet complexe avec plusieurs histoires qui est là, qui s'est arrêté, comme je vous l'ai dit, dans les années 2010. Après ces 3 premières étapes, tu peux passer à la suivante. Et on le voit là dans son état actuel. Donc un bâtiment méconnaissable et qu'il a fallu un peu depuis... Voilà, la première fois que j'ai publié quelque chose là-dessus, c'était en 2002-2003, donc ça fait 20 ans qu'on en parle de manière un peu connue, en particulier un petit mot dans la revue Archéologie industrielle du SILAC. Donc un objet repéré depuis longtemps, à la fois dans la communauté des historiens d'architecture locaux, mais aussi dans la communauté du patrimoine industriel à un niveau plus important, repéré aussi par les spécialistes d'ENBIC. Et qu'il fallait travailler là-dessus. Ce bâtiment a failli être démoli il y a quelques années. Et finalement, après une consultation citoyenne remarquable, à la fois dans le travail de documentation des services de la ville, mais aussi dans la réflexion globale de cette consultation, il y a un projet de conservation avec des enjeux sur démolition partielle, pas partielle, etc. Et aujourd'hui, on est donc sur un projet qui est en cours, dont d'ailleurs j'ai l'honneur de faire partie sur le jury d'architecture, qui est en cours sur la réhabilitation avec des enjeux dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, bien entendu, puisque je suis dans le jury, qui sont tout à fait intéressants en termes de solutions architecturales et de projets, puisque ce sera la future cité des imaginaires à Nantes, en lien avec l'imaginaire de Jules Verne, puis il y aura le
musée Jules Verne aussi, puisque vous savez que Jules Verne est né à Nantes. Donc un projet en cours, une 4e histoire qui sort, et c'est dans ce contexte-là que nos travaux intégrés à l'ANR se situent. Et je vous laisse la parole, Florent et Mathieu. Merci Jean-Louis. Effectivement, donc un projet un peu complexe parce que ce bâtiment aura une 4e vie. Et avant de savoir ce qu'ils vont faire, c'était pas mal de regarder un petit peu en arrière ce qui a été fait, d'essayer de d'essayer tout ça. Pour ce faire, on s'est lancé dans un certain nombre d'études vraiment interdisciplinaires, alliant du patrimoine, de l'histoire et un peu de rétro-ingénierie également. Et là, ce qu'on vous propose, c'est 2 résultats un petit peu saillants de ces travaux-là. Et c'est Mathieu qui va nous en parler. Mathieu. Bonjour tout le monde, je suis à Nantes, j'ai pu voir quelques têtes à la caméra tout à l'heure, ça fait plaisir. Donc je vais vous parler des travaux qui ont été réalisés actuellement sur Cap 44. Alors il y a une étude, il y a plusieurs études qui ont été réalisées par des étudiants et des étudiantes, notamment des études de flux dont on voit en haut à droite un des résultats sous forme de graphique, avec du coup des flux typiques d'une minoterie, où rentre la matière, où sort la matière, à quoi servent les différentes surfaces, parce que c'est un bâtiment immense, aujourd'hui complètement vide et complètement transformé. Il y a une collecte d'archives qui a été organisée, avec une documentation de ces archives assez simple et efficace sur une base OMKS, avec, on voit en bas à droite, un squelette d'instance en OMKS qui sert à documenter, enfin qui a servi à amorcer la documentation des archives. Donc il y a des instances assez simples comme le bâtiment, Nantes, différentes périodes du bâtiment, différents acteurs, et puis quelques types qui ont été également relevés. Donc c'est très simple, mais ça permettait d'être assez précis et de mettre un maximum de documentation en relation. Ça a été un petit peu enrichi par la suite, mais c'était une bonne base et puis ça reste visuel. Donc puis après, il y a eu quelques visualisations de données qui ont été effectuées et qui n'ont pas d'intérêt particulier ici pour être présentées en grand. Il y a une base, donc OMKS propose d'enregistrer ces données avec un format RDF. On a fait un projet en attendant de pouvoir faire une numérisation du bâtiment, puisque c'est toujours pas vraiment possible de le faire pour des histoires de désamiantage, enfin d'accès au site qui est un petit peu compliqué. Il y a un projet de visualisation de ces données donc de visualisation de données RDF dans un environnement 3D immersif, qui a donné lieu du coup à la création qui nous a poussé à créer un petit triple store pour les données qu'on avait enregistrées dans OMKS. Donc on trouve sur rdf epotech-unif-nantes.fr. Laurent, sur la slide suivante peut-être. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. Du coup, il y a une petite application en réalité virtuelle qui a été créée pour visualiser des données, les données de la base documentaire, et pouvoir manipuler ces données, les éditer selon différents modes. Donc, bon, là, c'est peut-être un petit peu intense à l'écran parce qu'il y a deux affichages en même temps et puis c'est un peu petit. Mais c'est un outil qui est intéressant pour superviser ces données, pour superviser une base de données RDF, pour éventuellement voir des manquements, des silences ou des incohérences. L'application est open source. Voilà. Et puis à gauche, il y a un petit Figma parce qu'il y a une maquette de site web, parce qu'il y a eu des maquettes d'applications sur la base de ces données pour valoriser la base documentaire, mais il n'y a pas d'application qui a été développée pour l'instant. Voilà pour Cap 44. Merci Mathieu. Peut-être un petit mot sur cette application. Effectivement, l'idée, c'est la rendre accessible à tous et qu'on puisse se coupler sur n'importe quel type de base. C'est-à-dire que vous avez une base qui est quelque part chez vous, vous prenez l'appli et elle va directement chercher en fait ce qui est chez vous et vous pouvez l'utiliser dans votre cas 44. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elle soit ouverte. Voilà. Et pour terminer, un dernier cas d'étude. De conclusion. Non, attends, il y a un dernier cas d'étude normalement. Isabelle, est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis là.
Ah, alors on t'entend hyper loin, il faudrait que tu montes le volume de ton micro. Attends, j'augmente le micro. Vous m'entendez? Super, on t'entend bien, parfait. Voilà. Bonjour à tous, tout d'abord. Donc oui, le dernier cas d'étude présenté ici, c'est une machine qui est en cours d'acquisition par le Musée des Arts et Métiers et qui est une machine qui est très intéressante, mais très particulière à gérer. D'où notre inscription, en fait, notre proposition de l'inscrire en fait comme cas d'étude dans le projet L'Ami Virtuo. Alors, je vais expliquer tout ça. En fait, cette machine est intéressante d'un point de vue historique et technique, puisque c'est le dernier vestige qui est connu d'un système précurseur de la conception et fabrication assistée par ordinateur, la CFAO, qui s'appelait donc le système Unisurf. Ce système a été conçu par Pierre Bézier, donc, qui est un ingénieur assez connu donc, chez Renault, oui. Je vois que certains... mais quand j'en parle, tout le monde ne les connaît pas. Mais voilà, et Pierre Bézier a travaillé donc toute sa carrière chez Renault, où il a participé en fait à la modernisation de Renault en faisant passer la chaîne de montage d'une chaîne capable de gérer de la petite série, moyenne série à la grande série, notamment avec la 4 chevaux. Il va ensuite s'intéresser à la conception des carrosseries de voitures grâce à l'ordinateur. À l'époque où les ordinateurs pouvaient commencer à être assez puissants pour pouvoir faire des calculs mathématiques. Et il va créer à cette occasion une théorie donc, pour la conception de courbes en 3D, donc de courbes gauches, ce qu'on appelle les courbes de Bézier, donc qui sont connues, je pense, de la plupart des personnes ici. À l'occasion donc toujours de cette création du système Unisurf, donc il a dans le processus de conception et fabrication, il a conçu les spécifications d'une fraiseuse qui serait capable de sculpter la matière, donc capable en fait de réaliser ces courbes gauches directement dans la matière. Et donc il fallait inventer pour cela une tête de fraisage capable de tourner en 3D en fait pour pouvoir non seulement faire des surfaces planes, mais aussi faire des aplombs, donc pouvoir aller sous la matière. Et cette tête de fraisage est présente donc sur la machine Numasurf donc, qui a été proposée au musée, et c'est la tête originale et elle est brevetée. Donc, cette partie-là de la machine est particulièrement intéressante. Elle est présentée ici un petit peu plus précisément. Je ne sais pas si on voit dans la partie en haut à gauche de l'écran, avec les deux parties rotatives, donc en rouge et en orange, qui vont s'articuler l'une par rapport à l'autre. Donc cette machine a un comportement particulier, cinématique très particulier et qui est intéressant à montrer. Donc intérêt historique indéniable de la machine et aussi bien sûr du créateur, hein, Pierre Bézier, qui par je vais dire cerise sur le gâteau, a été aussi, outre toutes ses casquettes, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, dont le Musée des arts et métiers est un service. Voilà. Donc, toutes ces raisons nous amènent, nous, à nous intéresser à la conservation de sa machine. Et par contre, on est soumis à des contraintes, à savoir que cette machine, vous pouvez le voir sur la photo de gauche, est constituée de au moins 5 parties, outre le bâti central de la fraiseuse. Vous avez aussi donc des servitudes qui comportent les cartes électroniques de la commande numérique, les variateurs de vitesse, etc. etc. Donc, pour nous, c'est un casse-tête en fait de conserver tout cet ensemble et même conserver l'élément central qui est ce qui nous intéresse le plus, je dois dire, est problématique puisque nous avons ici un élément central qui fait 20 tonnes et qui mesure 6 mètres sur 6 mètres en longueur-largeur et plus de 4 mètres en hauteur. Donc, on n'a pas les locaux au musée pour les conserver. D'où l'intérêt en fait de proposer ce cas d'étude dans le cadre du projet Labine Virtuo, puisque là, on va pouvoir passer donc à
à la slide suivante, puisque là, grâce en fait à ces environnements de réalité virtuelle sensible, on serait capable en fait de montrer cette machine, donc de la valoriser dans son intégralité, même si au musée on se décide, enfin on va proposer en fait de n'en conserver qu'une partie, que quelques parties, à savoir la tête birotactive et puis le terminal de commande et quelques autres objets. Donc là, l'apport de la réalité virtuelle sensible, pour nous, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir montrer en fait un objet qui va peut-être plus exister. Et d'une certaine façon, en fait, se poser la question de est-ce que ces environnements en réalité virtuelle sensible peuvent aussi être un moyen de conservation de l'objet dans son intégralité entre guillemets virtuelle, mais voilà, c'est une façon en fait de pouvoir remontrer l'ensemble alors qu'on ne l'a plus, qu'on n'a plus qu'une partie, mais qui permettra elle de donner directement la dimension réelle de la machine. D'où, donc dans le cadre du projet, donc, il a déjà été réalisé la modélisation 3D de la machine. Ce qu'on souhaiterait, c'est une modélisation du fonctionnement, avec notamment montrer la rotation de la tête de fraisage, qui est vraiment particulière et importante, et le déplacement des axes de translation pour pouvoir simuler une réelle opération de fraisage. Donc là, une modélisation 3D du fonctionnement est aussi en cours. Restitution des conditions de mise en œuvre, c'est aussi un point important, et notamment donc avec la partie sensible. Il est évident qu'une machine telle que celle-ci, quand elle fonctionnait, il y avait du bruit, et on voudrait pouvoir restituer en fait tout cet environnement sonore. Donc on est dans le même cas que Cyril à Belfort, hein, rappeler les conditions de travail des personnes avec environnement sonore, la lumière et les odeurs, bon, si on pouvait en parler. Il y a aussi toute la partie gestuelle qui est particulièrement importante, qui va permettre de parler du métier, parler des tours de main et du comportement de la machine selon les opérations qui vont être réalisées par le fraiseur sur le terminal de commande. Donc, enfin, effectivement, ce travail nous a permis aussi pour nous d'enrichir la documentation de la machine avant son acquisition, mais aussi, en fait, de réfléchir à ce qui a déjà été expliqué, en fait, de continuer à enrichir la documentation avec cet environnement virtuel, puisqu'on pourra, en dialogue avec deux fraiseurs que nous avons pu retrouver, rediscuter de l'état de la représentation de l'état de la machine aux différentes époques, parce qu'elle a évolué en fonction du temps, et valider avec eux les reconstitutions, les associations de bruit, les ambiances et les gestes. Donc, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc on a déjà, pour pouvoir en fait comprendre en fait la procédure de fraisage, parce que nous ne sommes pas au musée tellement tous des fraiseurs, donc il a fallu essayer de comprendre en fait quelle était la procédure pour réaliser un objet. Donc on nous a donné en fait un petit objet qui avait été réalisé avec cette fraiseuse, et on a demandé donc un opérateur, un ancien opérateur, de venir nous faire en fait réaliser une procédure de fraisage. Et donc, on a profité de cette, bien sûr, expérience pour le barder de capteurs et tout, donc pour faire enfin, pour capter les gestes qu'il a réalisés au cours de cette opération. Donc, on le voit en fait qui se dirige vers le terminal, on le voit qui bouge au centre la position de la tête birotative de façon à la mettre dans la position nécessaire pour pouvoir réaliser une phase de fraisage, et on le voit donc la partie la plus à droite, en train de simuler en fait la procédure de fraisage. Alors effectivement, ce sont les limites de l'exercice, puisque là la machine, je ne l'ai pas dit mais vous vous en doutez, elle ne fonctionne plus, ne pourra jamais plus être mise en fonctionnement, et donc là on a fait des captations de gestes mais dans la simulation, de même que la rotation de la tête en fait est simulée, parce que l'opérateur nous a dit qu'au moment
moment où il faisait une séance de fraisage, en fait, la rotation de la tête était réalisée par programmation à partir du terminal, parce que d'utiliser le volant, en fait, ne permettait pas la précision de positionnement de la fraise comme le peut le terminal. Donc, c'est une des limites, et on va passer à la slide suivante. C'est une des limites, en fait, de cet exercice, mais il nous apporte beaucoup, puisque, comme je l'ai dit, en fait, il nous a permis quand même de comprendre quelles étaient les différentes phases et de pouvoir reconstituer les déplacements de la personne, à valider avec lui ensuite lorsqu'on l'intégrera dans l'environnement virtuel, ce que nous espérons pouvoir faire. Et du coup, Isabelle, je pense qu'il va falloir conclure. Ok, ben voilà, donc c'est l'heure de manger. Donc oui, voilà, bon, je vais passer très vite en fait. Les difficultés, c'est la difficulté des sources par rapport à l'état actuel de la machine. On a beaucoup de sources sur la partie conception parce qu'on a le fond de Pierre Bézier et on a peu de choses sur l'utilisation voilà, finale. Donc du coup, il va falloir jongler avec ça. La modélisation, on vous en a parlé. Et puis la limite des sources qui donne toujours une limite en fait assez des sources qui donnent toujours des connaissances assez limitées. La photo est toujours en fait ciblée sur la machine. Bon, on n'a rien de ce qui constitue tout l'environnement, donc on ne sait pas trop comment on va faire. Et puis au niveau du son, en fait, la vidéo, on espérait pouvoir obtenir du son à partir de là, mais il est filtré, il est pas toujours de bonne qualité, et c'est pas toujours évident. Donc on essayait en fait d'obtenir ces informations en discutant avec les opérateurs pour qu'ils nous fassent des comparaisons avec des choses, comme un opérateur nous avait dit que ça avait un bruit équivalent à une turbine, un variateur de vitesse avait un bruit équivalent à une turbine, mais c'est lié aux capacités des témoins, puisque l'un des opérateurs, par exemple, nous, était malentendant, donc forcément, les sons qu'il va nous proposer ne sont pas tout à fait les vrais sons. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire globalement, et j'ai fini là. Merci Isabelle. Et donc, dernière slide de conclusion sur le projet, Sylvain. Très vite pour vous mettre en appétit, pour faire le lien avec les travaux du consortium, il y a les questions qui sont traitées d'authenticité, intégrité. Et je pense qu'on serait très intéressé pour travailler de façon collaborative et dans le cadre du consortium sur ces questions-là, puisqu'on a vu que c'était des questions importantes pour la certification. La question de qualifier un environnement sensoriel, voilà, il y a des aspects un peu épistémologiques qui sont, en gros, on voit bien qu'il y a des nouveaux lieux de savoir qui sont en train d'apparaître, qui sont créés par différents champs, mais qui peuvent être réutilisés par d'autres disciplines. Voilà, peut-être se poser la question, que sont ces nouveaux lieux de savoir, et surtout les questions de référence, qu'est-ce qu'on représente, c'est aussi sur les questions schéma de métadonnées. On a bien vu que la référence à un objet physique réel était importante, mais en fait, qu'est-ce qu'on représente vraiment, quels sont les liens, éventuellement les bijections ou pas. Voilà, donc des questionnements. L'exploitation des photos stéréoscopiques, j'en ai parlé. Et puis, il y a des questions, me semble-t-il, nouvelles, éthiques, épistémologiques, qui sont liées avec l'IA, en particulier avec des choses comme ChatGPT, Perplexity, et l'impact pour le domaine des SHS. Est-ce qu'on va se retrouver avec un système qui sera capable de faire l'histoire à notre place, de créer des environnements 3D à notre place, et peut-être que ça peut être intéressant aussi d'utiliser évidemment tous ces outils. Mais à la différence de la Big Virtuo, il y a effectivement un agent conversationnel. On connaît tous les modèles qui sont derrière, puisque c'est nous qui les créons. Ils sont visibles, ils sont critiquables. Dans le cas de ChatGPT en particulier, c'est pas le cas. Donc voilà, quelques questions à poser, puis des propositions aussi de discussion collective. Merci. Merci beaucoup.